Très bien, les gars. Bon mardi. Je suis heureux ce mardi grâce à Blakey Neff. Blakey Neff est de retour dans la course. Mon ennemi juré, qui est aussi mon meilleur ami, et un super fan de la série, soit dit en passant. Il faut absolument que nous lui envoyions du matériel. Je demandais au producteur, que devons-nous lui envoyer? On devrait peut-être lui envoyer des chapeaux Maca, rendre l'Amérique chrétienne à nouveau. Je ne sais pas. On doit envoyer un colis à Blake parce qu'il avait encore des choses à dire sur X. Donc, il fait une petite crise miniature à propos de notre émission. On va en parler et je vais le débunker. Il m'a traité de menteur. C'est un choix de mots audacieux, une accusation forte venant de n'importe qui à Turning Point USA. Mais d'abord, je dois vous parler de cette YouTubeuse. Vous avez déjà entendu parler d'elle dans l'émission. Elle a fait une découverte plutôt choquante concernant les images que Terrell a mystérieusement retirées. Et enfin, nous avons reçu un tuyau incroyable à propos de la mère d'Erika Kirk, la fameuse Lori. Le camion et les ventes d'armes. Est-ce que tout le monde travaille dans le secteur? Dans quel secteur tout le monde travaille-t-il? C'est ce que je veux savoir. Tout le monde sauf moi, apparemment. Bienvenue à nouveau sur Candace. Je le dis souvent, mais je devrais toujours le répéter. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à cette enquête participative sur la mort de Charlie Kirk. Des YouTubers qui ne reçoivent pas assez de reconnaissance pour leur découverte incroyable. L'une de ces YouTubeuses, c'est Nissi, d'accord? Nissi est celle qui nous a apporté, si vous vous souvenez, l'enquête sur les étranges messages textes qu'Erika a partagés avec Jillian, qui avait alors 15 ans. Nous avons ensuite repris son enquête et y avons ajouté nos propres éléments. C'est comme ça que fonctionne le crowdsourcing. Nous avons récemment été inondés d'emails dans notre boîte à suggestions à propos d'une autre découverte faite par Nissi, cette fois concernant la caméra derrière la tête de Charlie. Nous avons révélé ces images, des images inédites, celles que Terrell s'est empressé de supprimer, les images qu'il a voulu retirer seulement quelques minutes après que Charlie ait été frappé. Littéralement, je crois que nous avons estimé à environ 4 minutes après que Charlie ait été frappé, après qu'il se soit filmé lui-même. Toujours aussi incroyable. Nous ne devons jamais oublier qu'aucun des employés de Turning Point n'est appelé le 911. Ni Mikey, ni Blake, ni Terrell. Ce n'était pas leur instinct. Terrell était peut-être le pire, presque pire que Mickey. S'éloigner reviendrait à ce que Terrell se filme en selfie vidéo. Quoi qu'il en soit, Nissi a découvert que les images de la caméra qui m'ont été montrées sur FaceTime avaient probablement été modifiées. Et elle a fourni des preuves très convaincantes à cet égard. Je veux donc que vous écoutiez ce qu'elle a partagé. Dans ces images que Terrell a partagées de façon sélective avec Candace, on ne voit pas le sol où Charlie était assis. Vous vous dites sûrement, d'accord, et alors? Eh bien, je vais vous dire quoi? En fait, je vais vous montrer quoi? Le 28 février 2025, la tournée American Comeback a fait une halte à l'Université d'État de Floride. Et voici une photo prise avec la caméra arrière. Le 3 mars 2025, l'American Comeback Tour a fait étape à l'Université de Californie du Sud. Et voici une photo prise avec la caméra arrière. Voici San Francisco. Voici San Diego. Long Beach. Boise, Idaho. État de Washington. Vous remarquez une régularité? L'appareil photo est un appareil grand angle et a toujours été utilisé comme tel. Cependant, sur les images que Terrell a partagées de manière sélective avec Candace, on ne voit pas le sol. Donc, ce jour-là, à l'UVU, ils avaient soit modifié les choses et zoomé sur la caméra de sorte qu'on ne pouvait pas voir les alentours. Charlie ou Terrell avaient zoomé après coup et ils montraient une version recadrée de la vidéo à Candace. Dans les deux cas, cela donne l'impression qu'ils cachent quelque chose. Nièce. Mon Dieu, je suis tellement contente que tu aies soulevé ce point. Franchement, c'est du bon sens. Il y avait tellement de choses que je disais sur à quel point ces images étaient bizarres, mais j'aurais dû les regarder et me demander qu'est-ce que ce plan montre réellement? Où va ce plan? Et tu sais quoi, Nissi? J'ai d'ailleurs fait remarquer à mon équipe qu'il m'a vraiment semblé que Terrell avait au moins monté la vidéo.
la vidéo. Et la raison, c'est que, tout d'abord, il lui a fallu 2 jours pour me recontacter après notre première conversation. Donc, pour rappeler à tout le monde, je l'ai appelé le 17 septembre parce que la vidéo de lui en train de retirer la caméra commençait à devenir virale. Je l'ai reconnu. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit, oh, il y a peut-être une raison. La raison la plus logique dans ma tête aurait été, oh, peut-être que les flics le lui ont demandé. Les fédéraux étaient arrivés un peu trop vite sur les lieux ce jour-là, en fait. Et puis, il est devenu bizarre. Il était hésitant, trouvant toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas me montrer les images. Il ne voulait pas diffuser les images. Il voulait protéger les images. Il voulait protéger Erika. D'ailleurs, avec le recul, même ça, c'est étrange. Pourquoi tout de suite tu parles à Erika des images de l'arrière? Pourquoi ça l'intéresse? Il y a tellement de choses plus importantes. Pourquoi ça t'intéresse? Surtout qu'elle a dit qu'elle n'avait jamais regardé aucune image. En mettant ça de côté, cette conversation que j'ai eue avec lui, c'était le 17 et je me suis dit, tu agis bizarrement. Puis le 19, il a un peu craqué et a dit, OK, non, allons juste sur l'appel. Je suis prêt à te montrer les images. Donc je pense que pendant ces 2 jours-là, il avait trouvé un moyen de me montrer les images, pensant que ça calmerait un peu mes soupçons. Et je peux ajouter à ton enquête, Nizi, en te montrant le début de notre conversation FaceTime, que j'avais initialement coupé parce qu'il ne me montrait pas les images, mais c'était lui et moi en train de parler. Et je l'ai bien vu ouvrir le fichier sur le bureau de son ordinateur. Alors, regardons ces premières images du début de notre conversation. Et donc, vous pouvez voir, évidemment, que c'est FaceTime. Vous pouvez voir qu'il est en train d'ouvrir le fichier. Et c'est comme ça que ça commence. Maintenant, je vais mettre ça sur pause pour vous à nouveau parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent plus en caméra et en branchement éventuel. Voilà à quoi ça ressemble ici. Nous nous étions aussi posé la question à ce moment-là. Il semble que ce soit une caméra Sony et les caméras Sony ont effectivement cette fonctionnalité. Si vous insérez la carte SD dans votre ordinateur, elle s'ouvrira. C'est évident. Votre disque apparaîtra sur votre bureau et vous verrez qu'il nomme automatiquement un dossier Clip. Voilà, c'est juste le résultat de nos recherches de base. N'hésitez pas à me contredire, ceux d'entre vous qui en savent beaucoup plus sur les caméras. Mais ce qui me fait maintenant me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon soupçon. J'ai le sentiment que ce disque YOLO que vous voyez sur la gauche est probablement le nom qu'il a donné à sa carte SD. Et ce qui ne va pas avec ça, et je vais vous dire pourquoi j'ai ce soupçon, c'est que Terrell ne devrait pas avoir la carte SD. La chose qui, tu me fais réfléchir, je reviens maintenant en arrière et je revois tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai eu un traumatisme crânien persistant après la mort de Charlie. J'ai alors tenté de comprendre pourquoi je devais soudain lutter contre ces prétendus amis dans les médias et les propos tenus sur moi. Maintenant, je me dis qu'il est étrange que Terrell ne m'ait pas simplement dit « Je n'ai pas les images » parce que les fédéraux étaient sur place. Et bien sûr, ils l'ont confisquée. Par exemple, j'ai retiré la carte SD parce qu'elle devait être remise aux fédéraux. Terrell et moi parlons le 17 et le 19 et à aucun moment dans nos conversations, il ne me dit « Je n'ai pas les images » ou « Je n'ai pas la carte SD ». Je lui demande précisément pourquoi il a retiré la carte SD. C'était la nature de notre discussion. Pourquoi as-tu retiré la carte SD de la caméra? Pourquoi as-tu retiré la caméra? Et sa réponse a été parce qu'il voulait protéger Erika. Il ne voulait pas qu'Erika voie les images. Il a eu une conversation avec Erika. Il ne voulait pas qu'elle voie Charlie mourir à nouveau. Ensuite, il dit, quand je demande « D'accord, est-ce que je peux la voir? » Il ne dit pas « Oh non, évidemment. » J'ai alors dû la donner aux fédéraux. À aucun moment, il ne m'a dit qu'il avait donné la carte SD aux fédéraux. Tout à coup, cela semble très pertinent. C'est dingue. C'est complètement fou. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où le téléphone de Charlie, on a appris, n'a pas été remis aux fédéraux. Il aurait dû être conservé par les fédéraux. Il aurait dû être sécurisé par les fédéraux. Il aurait dû être, comme le téléphone de Tyler Robinson ou celui de Lance Twigg, sécurisé par les fédéraux. Et maintenant, nous savons aussi, encore une fois, sur la base de ma conversation avec lui, et ce que je crois que nous voyons là, c'est que Terrell a pu ramener ces images en Arizona. Il ouvre ça sur son ordinateur de bureau en Arizona, à Scottsdale.
Ça n'a pas de sens pour moi et c'est problématique. Ce que nous savons qui se passe ensuite. Parce qu'on jouait l'avocat du diable, moi, mes producteurs, et Ashley avait suggéré, eh bien, c'est peut-être la raison. Peut-être que les fédéraux ne savaient pas que Terrell l'avait. Peut-être qu'ils l'ont découvert dans votre émission que Terrell avait les images, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre la pression sur Justin. Strive d'appeler ton mari pour voir si tu avais enregistré les images. Peut-être que c'était la première fois qu'ils en prenaient connaissance. Et j'ai dit, non, ça ne peut pas être le cas. Ils n'ont pas pu l'apprendre dans mon émission. Parce que toute la raison pour laquelle nous en parlions et pourquoi je contactais Terrell, c'est parce que c'était devenu viral. Les gens l'ont vu retirer les images et soudain, c'est devenu viral. Tu ne penses pas qu'ils auraient tout de suite remarqué toutes les caméras? Ils auraient su qu'il nous manquait des images de surveillance. Il y avait une caméra juste là. La première chose qu'un policier fait, c'est une caméra, ça? Ouais. Est-ce que je peux avoir les images de cette caméra, de celle-ci? Pourquoi les fédéraux n'ont-ils pas pris les images de derrière? A dit Charlie. Pourquoi Terrell les avait-il tout court? Donc oui, Nizi, je suis d'accord avec toi qu'il est très probable qu'il ait zoomé sur ces images. Et je pense que la raison pour laquelle il a fait ça, c'était pour masquer notre vue du sol. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi? Qu'y avait-il au sol ou que s'est-il passé au sol dans ce champ de vision? Quoi? Cette caméra a-t-elle capturé précisément quelque chose qui mérite d'être caché? Il faut que ce soit quelque chose qui permette de résoudre le meurtre de Charlie. Voilà ma position, et je m'y tiendrai. Je pense que l'équipe de défense de Tyler Robinson, vous nous regardez, et j'espère que c'est le cas, car nous vous aidons beaucoup ici. Voilà les images que vous devez obtenir. Il ne faut pas zoomer sur ces images. Elle a raison. Turning Point possède ces images, et elle devrait vous montrer toute la zone au sol. Ce qui se passe, ce que font les agents de sécurité après que Charlie soit tombé. Et aussi les conséquences, cela pourrait vraiment aider à identifier les véritables assassins de Charlie. Encore une fois, c'est mon avis. Et concernant cette organisation, je vous ai d'ailleurs dit au début que j'avais partagé la table avec Charlie pendant des années, partout aux États-Unis et même au-delà. Des événements de la côte Est, tout le long de la côte Est jusqu'à Hawaï. Et toute l'installation était étrange et nouvelle. Charlie, curieusement, est assis sur une chaise posée sur une estrade qui le place au-dessus de la table. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Charlie était-il sur une estrade puis placé sur une chaise, sur l'estrade, au-dessus d'une table? Regardez ça. Pourquoi? Il est sous une tente. Et ensuite, il a été placé sur une estrade. Nous n'étions jamais sur des estrades quand nous faisions des tables. Charlie mesurait 1,96 m. Il n'avait pas besoin d'aide pour voir au-dessus d'une table. Ce n'est pas Ben Shapiro en tournée, d'accord? C'est Charlie Kirk. Il a toujours été ici. Quand et pourquoi ont-ils commencé à construire cette petite estrade bizarre pour Charlie? Nous allons vous montrer à nouveau en ralentissant les images fixes de Nissi en remontant dans le temps. Voici une estrade, encore. Vous pouvez voir Charlie dessus. Estrade aléatoire 2, mais encore une fois, il est toujours en dessous de la table, non? Estrade 3, d'accord. Vous voyez qu'ils construisent juste une petite mini-scène, peut-être pour niveler le sol. Ça me paraît toujours étrange, mais ensuite, il est sur cette estrade. À Utah, il est carrément au-dessus de la table. Pourquoi? Pourquoi faisait-il ça? Et je pense même que quelque chose d'encore plus étrange, c'est le plan de caméra derrière la tête de Charlie. Pourquoi? Qui en a besoin? En quoi cet angle est-il nécessaire dans une session de questions-réponses? Qu'est-ce que vous retirez de cet angle? Sérieusement, qui s'est dit « Il nous faut un angle derrière la tête de Charlie ». Je vous l'avais dit, c'était tout nouveau. Et j'ai un peu l'impression qu'il faisait exprès de faire bouillir la grenouille. Et maintenant, au cas où vous ne seriez pas américain, vous ne connaissez peut-être pas cette expression. Faire bouillir la grenouille, c'est juste une métaphore pour faire quelque chose lentement. Imaginez littéralement l'idée d'une grenouille. Et l'idée, c'est que la grenouille, si vous la faites bouillir lentement, elle restera dans la casserole, n'est-ce pas, jusqu'à ce que ça devienne chaud. Mais si vous la mettez directement dans une casserole déjà bouillante, la grenouille va sauter dehors. Mais ce n'est qu'une métaphore. Il ne faut surtout pas essayer ça avec des grenouilles chez vous.
C'est juste une métaphore pour expliquer que vous ne réagirez pas à des changements dangereux s'ils se produisent lentement au fil du temps. Alors, on a regardé en arrière et j'ai dit, à partir de quand ont-ils commencé à utiliser cette vue de caméra? Et nous n'avons pas trouvé de moment avant la fin de 2024, quand Charlie est à la table et qu'il y a une caméra directement derrière sa tête. Cela semble être apparu en 2025, non? Et je veux savoir si nous avons raison. J'aimerais qu'Internet découvre précisément à quel moment cette vue étrange est devenue souhaitable pour les événements marquants. Parce que nous l'avons remarqué, tout comme Nissi l'a remarqué dans le cadre de la tournée American Comeback. En 2025, soudainement, il commence à faire bouillir la grenouille. Il a cette étrange caméra derrière la tête, comme si c'était très demandé. S'il vous plaît, il faut absolument savoir ce qui se passe derrière la tête de Charlie. Si vous vouliez connaître la vision de Charlie, vous placeriez une caméra à sa droite, à sa gauche. Et nous avons vérifié la tournée précédente. Nous avons dit, d'accord, quelle était la tournée avant l'American Comeback Tour en 2024? C'était sa tournée Brainwashed. Et voici quelques exemples des stands. Regardez ça. Voici Charlie, le 7 mars 2024. Il n'y avait pas de caméra derrière sa tête. Voici Charlie, le 5 septembre 2024, lors de la tournée Brainwash à l'Université du Wisconsin. Passons au suivant. Il n'y a pas de caméra derrière sa tête. Et voici Charlie à la Northern Arizona University le 15 octobre 2024. Encore une fois, la tournée Brainwash. Il n'y a pas de caméra derrière sa tête. Pourquoi ce changement? Pourquoi faisions-nous quelque chose de nouveau en 2025? Pourquoi y a-t-il autant de nouveautés? Je vous l'ai dit, jamais dans toute l'histoire des événements marquants auxquels j'ai participé, de 2017 à 2024, nous n'avons eu de caméra derrière notre tête. Je veux des réponses. Je veux des réponses. Cela semble également être apparu spécifiquement avec l'important contrat de sponsoring. Avec YRFI également. Je le précise également. Ce sont des pistes à explorer. Excellent travail, Nissi. Je voudrais ici changer de sujet et revenir à la fin de l'automne 2016, juste avant l'élection, la grande élection Donald Trump contre Hillary Clinton. Donald Trump parcourt le pays en nous lançant des pics sur Hillary Clinton. Les médias pensent qu'elle est imbattable. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous vous demandez sans doute, mais que faisaient Laurie France-Fay et Erika Kirk à ce moment-là? Excellente question. C'est exactement la bonne question, mes amis. Et j'ai une réponse très étrange, d'accord? Donc, le beau-père de Laurie et Erika, Larry, sur lequel nous n'avons pas vraiment fait de recherche, Larry Ginta. J'aurais probablement dû inclure cela dans ma série sur Erika. Mais ce qu'il faisait à cette époque, c'était essayer de prendre une participation dans une entreprise d'armement. Une entreprise d'armement. Alors, je ne sais pas comment cela continue d'arriver, mais ce sont les faits, d'accord? Donc, Laurie est entrée en contact avec deux types qui avaient déposé un brevet. Ils avaient donc un brevet en attente pour une arme unique. Pensez à l'histoire que nous vous avons racontée avec Fold AR. D'abord, AR qui va se plier. Je veux que cela soit dans le sac à dos de chaque agent de sécurité scolaire. C'est l'histoire de Corby Hall. Et voilà que Victor Marx arrive. Ça m'intéresse. Et quelle est la conclusion de tout ça? Victor Marx veut le brevet pour Israël. Permettez-moi de vous rappeler que Victor Marx voulait le brevet pour Israël. Il voulait écarter Warby Hall et conclure un accord pour qu'il vende le brevet à Israël. De la même manière, Laurie, Fronsp et Larry s'intéressaient à un brevet en attente concernant une arme à feu et il s'agissait d'une arme qui était et qui est aujourd'hui la seule arme désormais approuvée par brevet qui possède des calibres interchangeables. D'accord? Vous pouvez donc mettre des rayures différentes dans chacun des cylindres. C'est essentiellement une arme convertible, pour ainsi dire, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ne sont pas experts en armement. C'est incroyablement unique de pouvoir faire cela. Ils ont réussi cela en allongeant le barillet. Le brevet est aujourd'hui effectivement approuvé. Quoi qu'il en soit, l'histoire raconte que Laurie, souvenez-vous, nous vous avions montré qu'elle était allée à cette exposition. Cette exposition à Salt Lake City, dans l'Utah. Et c'est à ce moment-là qu'elle faisait la promotion de sa G-Tech Industries, sa technologie EMP pour l'Apocalypse.
Je vous ai montré cela. Et je vais dire prétendument ici, mais je vous dis la vérité. Prétendument, cette fois-ci, elle et Larry rencontrent certains des gars qui ont ce brevet en attente et ils proposent de présenter ces gars-là à leur investisseur providentiel pour G-Tech Industries. Alors, ils organisent un dîner à Scottsdale, en Arizona. Encore une fois, cela se passe à la fin de 2016. À ce dîner, il y a Lori, Larry Ginta et les 2 futurs propriétaires de l'entreprise. Encore une fois, je veux être clair, l'arme n'avait pas encore été fabriquée. Ils étaient donc là uniquement pour discuter du brevet, d'un éventuel accord à ce sujet et de ce qu'ils pouvaient offrir en échange. La réponse étant « Nous avons accès à des contrats gouvernementaux ». Bien sûr qu'ils en ont. Oui, on le sait. Lori faisait des affaires avec le gouvernement pour sa technologie EMP. Allait-elle conclure un accord avec le gouvernement pour des armes à feu? Je ne sais pas, mais je vais vous dire quelle est ma partie préférée de l'histoire. Ma partie préférée de l'histoire, c'est qui débarque à ce dîner sans prévenir pour rendre l'accord potentiel encore plus alléchant. Nul autre qu'Erika. En première ligne, on pouvait presque le voir. La reine de beauté de l'Arizona arrive en retard, comme il se doit, tout apprêtée, très glamour. D'après l'histoire, elle connaît tout le monde dans le restaurant. C'est un peu une héroïne locale. Bonjour, bonjour. Oh, salut, les cheveux au vent, n'est-ce pas? Puis elle prend place à la table du restaurant et se lance dans cette discussion d'affaires sur la vente ou l'acquisition potentielle d'une part de l'entreprise en faisant ce petit échange. Et il faut juste adorer ça. Pour moi, elle et sa mère, c'est comme Bonnie et Clyde. Et on m'a dit que pendant cette discussion, Erika révèle alors qu'elle et sa mère dit « Oh, ce n'est pas encore connu, mais elle sort tout juste avec un homme qui a de très grandes connexions politiques. » Ils ne sortent ensemble que depuis quelques mois, parce que ça rend l'affaire un peu plus intéressante. « Oh, tu as cette belle fille, et maintenant, tu te rends compte que cette fille a accès à quelqu'un d'influent, n'est-ce pas? » Et la personne, avec le recul, pensait qu'elle parlait de Charlie Kirk, mais en réalité, ce n'était pas le cas. À ce moment-là, selon notre chronologie, Erika sortait avec Cabo Phillips. Cabo Phillips il était passé chez Ellen DeGeneres. Il avait un petit projet avec ses frères au début. Et donc, cela sous-entendait, il n'a jamais dit le nom, mais elle a un petit ami politique qui a aussi quelques connexions. Et regarde, c'est Miss Arizona, non? Eh bien, heureusement pour les hommes impliqués dans le brevet, rien n'a jamais vraiment découlé de cette réunion. Mais il est tout de même intéressant de noter que Lori France Fay s'intéressait à l'industrie des armes, en particulier à l'industrie des armes uniques. Des armes différentes de toutes celles qui avaient été fabriquées auparavant, le genre d'industrie dans laquelle Victor Marx était impliqué. Et cette personne, apparemment, la personne impliquée dans ce brevet, a fini par avoir un petit procès avec Victor Marx. Je ne sais pas qui a gagné, je dois retrouver l'information. Je suis encore en train de faire des recherches à ce sujet. Mais c'est juste une toile emmêlée que nous continuons de tisser. Nos leaders religieux, souvenez-vous, Erika dit qu'elle a tout appris grâce à l'engagement inébranlable et à la foi de sa mère, que sa mère, en quelque sorte, était simplement cette femme de foi. Je me suis penchée sur Lori. J'ai un ressenti différent à son sujet. D'accord. Donc, si elle a tout appris de sa mère, ça devrait vraiment vous effrayer. Ça devrait absolument vous terrifier. Ça me terrifie rétrospectivement. Bon sang, j'aurais aimé faire une enquête approfondie sur Erika quand Charlie l'a rencontrée. Je voulais juste qu'il trouve une fille, qu'il se pose. Je savais à quel point il en avait envie. Et donc, j'ai été trop la complice. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Que ça continue, les gars. Le schéma que je vois ici, armes, trafic sexuel, association caritative, toujours dans la charité, Erika, toujours d'une manière ou d'une autre dans les parages. Il y a quelque chose qui cloche ici. Quelque chose ne va pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a commencé à voir que les gens étaient toujours, vous savez, à un degré de séparation de Jeffrey Epstein. À un degré de séparation d'Israël, parfois même moins que ça. L'une des choses qui me frappe vraiment, c'est de considérer la chronologie. Jeffrey Epstein est tombé en 2017, non? Est-ce que Jeffrey Epstein est tombé en 2017?
Je crois que c'était en 2017, peut-être 2018 en fait. Et soudain, on est censé croire que tout son réseau s'est effondré et que tout le monde s'est dit « c'est un réseau mondial de trafic » qui a commencé avec des armes. Je vous le rappelle sans cesse, Jeffrey Epstein, on parle des dossiers, on parle du chantage, on parle du sexe, mais Jeffrey Epstein a commencé sa carrière dans le trafic d'armes. Le scandale Iran-Contra, comment le savons-nous? Parce qu'un ancien agent du Mossad a témoigné en ce sens, affirmant qu'il avait été présenté par Robert Maxwell et impliqué dans l'affaire Iran-Contra. Ils ont essayé d'enterrer ce lien, mais on peut certainement le trouver. Nous l'avons fait dans notre série sur Epstein. Heureusement, grâce au travail journalistique de Xavier Poussard en France, n'oubliez pas cela. Je crois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que le réseau de Jeffrey Epstein a refait surface et je pense qu'il est réapparu dans le monde des organisations à but non lucratif. Je spécule, mais je suis aussi vraiment douée pour les énigmes et je ne vois tout simplement pas comment certains schémas peuvent continuer à se répéter, que des personnes de bonne foi puissent vraiment s'intéresser toutes exactement à la même chose. La traite des êtres humains à des fins sexuelles. Et je dois vous dire qu'il y a encore d'autres liens à ajouter que nous n'avons pas encore partagés. Quoi qu'il en soit, nous allons faire une courte pause. Et ensuite, je vais tout vous raconter sur Blakey Neff et sa violente attaque contre moi sur X. Très bien, les amis. La fête des mères est l'un des plus beaux moments de l'année pour partager des nouvelles qui changent la vie. Vous connaissez ce moment en famille où l'on annonce une nouvelle maman pour l'an prochain. C'est unique. Mais pour certaines femmes, la fête des mères est bien différente. Au lieu de célébrer, elles portent un secret. Elles se sentent effrayées, incertaines et complètement seules. Voilà pourquoi Preborn existe. Quand une femme voit son bébé à l'échographie et entend son cœur battre, elle choisit la vie 2 fois plus souvent. Rendez ce moment possible pour la fête des mères. Offrez une échographie pour 28 $ ou aidez 5 mamans dans le besoin pour 140 $. Preborn offre un avenir. Avec un soutien concret comme des soins de maternité, offrez l'espoir et la vie en aidant une future maman pour la fête des mères. Donnez au dièse 250 mots-clés bébé. Bébé ou rendez-vous sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. N'oubliez pas Nemi Skin Care. Beaucoup cherchent des soins plus naturels, notamment au suif, mais tous ne se valent pas. Certains sont lourds, gras ou restent en surface, sans efficacité. Ce qui distingue la Sunshine Tallow Cream et le Buzzin Tallow Balm de Nimi, c'est que leur suif imite de près les lipides naturels de votre peau. Mieux absorbé, il soutient la barrière cutanée sans juste recouvrir la peau. Nimi allie cet ingrédient ancestral à des normes propres et des plantes choisies pour une peau nourrie et protégée. C'est une approche naturelle et réfléchie. Leurs produits doux et efficaces soutiennent votre peau naturellement. Curieux de tallow ou en quête d'un soin naturel efficace? C'est le point de départ idéal. Vous pouvez le trouver sur nimiskincare.com. Utilisez mon code Candice10 pour une réduction. C'est sur nimiskincare.com. Découvrez aussi Pure Talk. Pensez à ce que coûte votre forfait mobile. Si vous payez 70, 80 ou 90 $ par mois, c'est trop cher. Avec Pure Talk, profitez de l'illimité à haut débit pour seulement 34,99 $ par mois. Ce forfait coûtait 55 $, mais Pure Talk propose désormais un meilleur prix sans perte de qualité. Si vous hésitiez encore, c'est le moment idéal pour en profiter. Et si vous vous demandez si le réseau est à la hauteur des grands opérateurs, vous pouvez l'essayer sans risque pendant 30 jours. Il n'y a aucun contrat ni frais de résiliation. Changer est simple, rapide, avec un support Pure Talk basé aux USA. Le service client est là pour vous aider. Allez sur puretalk.com/Owens pour des données illimitées à haut débit à seulement 34,99 $ par mois. Bon, alors Blake Neff, vous savez, il a un certain talent. Il a cette façon de toujours s'immiscer dans une conversation alors qu'en réalité, personne ne se soucie de son avis et de ne jamais répondre. Quand nous faisons des affirmations assez importantes, vous savez, il ne répond à rien. Et puis on lui dit « Hey, Blake, puisque tu es là, pourrais-tu répondre à notre question sur ce sujet important, ce grand thème que nous avons mis au premier plan de la conscience américaine? » Non.
Donc hier, il m'a juste lancé une pique au hasard. Et voici ce qu'il a dit. C'était en fait assez choquant qu'il dise ça. Il a écrit dans l'introduction de son émission aujourd'hui ce pourquoi je le remercie de regarder mon émission. Candace affirme, je cite, « Des menteurs sur Internet ont faussement prétendu que la famille de Tyler Robinson l'avait dénoncé et qu'ils ont faussement affirmé. Ses parents, je cite, ont reconnu le fusil de grand-père aux informations. Et je cite, « Ce qui est impossible, dit-elle, puisque aucune photo de l'arme n'a été diffusée avant l'arrestation de Robinson. C'est une manière remarquablement précise d'être malhonnête. Parce que lorsqu'on prend simplement la peine de lire l'acte d'accusation, on voit que les parents de Robinson n'ont pas reconnu l'arme. Ils ont reconnu sur les photos du suspect, publiées par le FBI, une ressemblance avec leur fils. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont commencé à soupçonner que le fusil pouvait correspondre. Et à ce moment-là, le FBI avait déjà annoncé qu'ils avaient trouvé un fusil à verrou de grande puissance. Nous savons que Candace a vu tout cela. Cela vaut la peine de se poser la question. Pourquoi aurait-elle délibérément déformé les preuves à ce point? Il me cite donc en disant que des menteurs sur Internet ont faussement affirmé que ses parents avaient reconnu l'arme. Et donc, je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils ont tellement changé l'histoire. Le FBI improvise sans cesse, oubliant ses mensonges de la veille et l'argent versé aux influenceurs pour nous manipuler sur divers sujets. Ils passent ensuite à autre chose, se disant qu'ils ne peuvent plus agir ainsi. Et c'est à cela que Blake succombe ici. J'ai donc évidemment répondu tout de suite sur Twitter. Les gros titres, il y en avait beaucoup, disaient exactement ce que j'ai partagé, comme celui-ci dans le Daily Mail. Le père de Tyler Robinson a compris que son fils était le tireur après avoir vu un objet de famille dans les reportages des médias. Et puis, je lui en avais partagé un autre qui était sur MSN, où il avait reconnu le fusil. Et d'ailleurs, puisque tu parles du document d'inculpation, que j'ai lu de nombreuses fois, c'est exactement de là qu'il tirait cette information. Pas ce qu'a dit le policier, mais ce qui vient de Tyler Robinson. Et par Tyler Robinson, j'entends les messages très bâclés du FBI qu'ils ont assemblés. C'est ce message texte, Blake, que les gens ont utilisé pour déduire que son père avait peut-être vu le fusil aux informations. Il a écrit « Mon père veut des photos du fusil ». Il dit « Papy veut savoir qui a quoi ». Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est très unique. Il m'appelle en ce moment, je ne réponds pas. Eh bien, si tu lis ce message, Blake, on dirait un peu que la raison pour laquelle son père l'appelle, c'est parce que les fédéraux ont publié une photo du fusil et qu'il est très unique. On n'a pas l'impression qu'il dit que c'était une publication générique, alors que c'en était une. C'est pour ça que ça n'avait pas vraiment de sens. Il était donc légitime que les médias concluent cela sur la base de ces messages. Que son père l'a reconnu, et c'est pour ça qu'il appelait Tyler. J'espère que ça aide. Je sais que c'est difficile. Comme je l'ai dit, quand on ment, il faut avoir une bonne mémoire. C'est ce que la juge Judy a toujours dit aux gens. Si tu veux être un menteur, tu ferais mieux d'avoir une bonne mémoire. Et toi, mon ami, tu n'as pas une bonne mémoire. Mais pendant que nous avons votre attention, Blake Neff, il y a eu cette affirmation énorme que nous avons faite dans l'émission il y a environ une semaine où j'ai dit ceci. J'ai parlé à plusieurs donateurs qui m'ont dit que l'enregistrement audio que vous avez publié de Charlie Kirk disant « Je nomme Erika Kirk PDG et présidente si jamais il m'arrive quelque chose ». Ils affirment qu'il n'a jamais dit cela à Aspen. Ils affirment qu'Erika était en fait à Aspen, même si elle n'a pas assisté à l'événement, et que Charlie n'a définitivement jamais dit cela sur scène ni ailleurs. D'après ce que j'ai compris, il n'a pas non plus dit cela lors d'un dîner plus restreint qui a eu lieu avec environ 10 à 12 personnes. C'est une affirmation assez importante que je fais là, Blake. Je dis que j'ai des preuves. J'ai au moins des témoignages de la part de donateurs, vos donateurs, qui disent qu'ils pensent que c'est de l'IA. Et vous avez témoigné publiquement, ou plutôt Erika, qui a clairement expliqué à Megyn Kelly, c'est vous qui avez lancé ce sujet, que vous aviez la vidéo. Et pourtant, vous avez refusé de partager la vidéo. Quel beau spectacle cela aurait été. Charlie Kirk ouvrant Amfest. Une vidéo de lui disant « Je nomme Erika Kirk », puis Erika Kirk qui entre en scène. Wow, il n'y aurait pas eu un œil sec dans la salle Blakey Neff. Alors pourquoi n'avez-vous pas montré cela? Ça ne vous ressemble pas. Ça paraît inhabituel de votre part.
Vous avez même, installé une tente, une reconstitution de la tente sous laquelle Charlie est mort pour des selfies. On a un peu l'impression que si vous aviez eu la vidéo, vous l'auriez partagée. Et à la place, vous vous êtes énervé contre moi quand j'ai suggéré que vous devriez partager la vidéo. Et vous m'avez accusé de m'être comporté comme un psychopathe avec une arme à feu ou plutôt un couteau dans le métro. Et c'est pour ça que vous ne pouviez pas la partager. D'accord, vous n'avez pas besoin de la partager avec moi, Blake. Vous devriez la partager avec les gens dans le monde parce que c'est tout simplement logique de le faire. Donc oui, tant que nous avons votre attention, pourriez-vous répondre à cette accusation bien plus grave plutôt que de simplement me répondre à moi en disant la vérité? Pourriez-vous réellement répondre à mon affirmation selon laquelle vos propres donateurs pensent que vous avez peut-être utilisé l'IA puis menti au public parce que vous vouliez qu'ils acceptent Erika dans le rôle de Charlie Kirk? Toute réponse est bienvenue ici. Dites simplement que c'est faux, que le donateur ment. Il l'a bien dit. Nous avons bien la vidéo. Nous voulons juste la garder dans un coffre-fort. Je ne vous recommanderais pas de dire ça. Ce serait un autre mensonge stupide. Eh bien, on a un peu dit ça. Mais oui, si vous pouviez simplement répondre à cela, ce serait super. Bref, passons à autre chose, à des horizons plus verts. Enfin, des horizons plus verts, Laura Loomer est en tendance à cause d'un tweet qu'elle m'a adressé hier. Cela a contrarié beaucoup de gens. Ça les a bouleversés parce que c'était tellement choquant, sombre et démoniaque. Voici le tweet auquel je fais référence, celui qui est en tendance. C'est adressé à moi. Après l'épisode d'hier, elle a dit « Dieu te déteste, Uriel Candeso ». C'est pour ça qu'il a donné Charlie à Erika et que tu n'as même pas pu lui dire au revoir. Dieu te déteste. Regarde-toi dans le miroir et intériorise à quel point Dieu te déteste. Nous te détestons tous. L'humanité te déteste. Tu es irrécupérable. Et cela a provoqué une réaction sur tout Internet. Je crois qu'environ 6000 personnes ont répondu à ce tweet rien qu'en ratio. Et je me disais, pourquoi les gens sont-ils surpris par ça? Et j'ai réalisé qu'ils ne savent pas qui est Laura Loomer. Et je pense que peut-être ces gens ne nous prennent pas au mot quand on dit que Trump, c'est l'une de ses principales conseillères. Est entouré de personnes qui, littéralement, auraient besoin d'un exorcisme. Je ne dis pas ça pour faire dans le dramatique. Je dis littéralement qu'il s'entoure de personnes qui sont, je pense, manifestement démoniaques, non? C'est ce dont les gens étaient ainsi sûrs. C'est tout simplement démoniaque. C'est très direct. Ça ne blesse les sentiments de personne. Ça me met mal à l'aise d'être près de toi. On dirait que tu adores Baal, tu vois. C'est pour ça que tu dirais un truc pareil. C'est vraiment bizarre de dire ça. Et c'est un peu ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est pourquoi Laura Loomer est devenue importante, parce qu'on peut l'observer pour comprendre l'érotisme de Donald Trump, notre président. Il ne semble plus être la même personne. On dirait qu'il a été possédé. C'est sa principale conseillère. D'après elle, elle lui parle au téléphone plusieurs fois par jour. L'un des premiers appels téléphoniques qu'il a passé après avoir attaqué l'Iran était à Laura Loomer. Donc, il était important pour moi d'expliquer qui elle est et de vous inciter à baisser vos attentes concernant des personnes comme elle. Comme je l'ai dit, son objectif est de nuire psychologiquement aux gens en mentant, simplement en mentant ouvertement tout le temps. Et je veux que vous sachiez que, selon ses propres mots, elle l'a elle-même reconnue. Une addiction qu'elle a décrite comme semblable à la cocaïne aux spectateurs, parce qu'elle dira « Oh, ça n'a pas d'importance ». Cette personne ment. Écoutez Laura dans ses propres mots. Dans un article publié par The Spectator intitulé « L'histoire de Laura Loomer », paru en 2019, elle a décrit souffrir d'anxiété et de dépression. Elle a écrit « J'avais vraiment beaucoup d'anxiété et de dépression, et puis j'ai commencé à gérer la dépression en prenant de la cocaïne. Sans passer de droguer, je prenais de la coke pour gérer. Laura, 23 ans, poursuit. Parfois, je ne dormais pas 3 jours de suite. Un matin, réveillée, j'ai roulé vers une falaise. Il faisait froid sous la neige. C'était en février. J'ai essayé de me suicider, j'ai vraiment essayé de me suicider. D'accord. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi elle n'a pas le droit de posséder des armes à feu. Le suicide n'est pas un sujet de moquerie, mais c'est quelque chose qu'elle utilise comme l'un de ses outils. Souvent, comme je vous l'ai dit hier, elle profère des menaces suicidaires et il y a un aspect d'elle qui semble très homicide. Je ne plaisante pas. Je n'essaie pas d'être ironique en disant que cette personne ne devrait pas avoir accès au président des États-Unis.
et tout le monde le voit. Et le fait que les gens réfléchissent et se disent, si quelque chose arrivait à Trump, comme je vous l'ai dit, des personnes dont, d'après ce que je comprends, le cercle rapproché de Melania l'ont dit. Quelle serait la personne la plus susceptible de faire du mal à Donald Trump? Et ce qui serait fou, rétrospectivement, c'est que le monde entier dirait « ouais, évidemment, évidemment ». Si elle faisait du mal à quelqu'un, tout le monde regarderait autour de soi et dirait « tous les signes étaient là ». Dans 50 États, tu ne peux pas posséder d'armes à feu, des choses que tu as dites et partagées sur toi-même, des menaces que tu as faites à d'autres personnes. La façon dont tu t'en prends aux enfants comme elle veut que mes enfants souffrent. Comme elle l'a dit hier, elle veut que mes enfants souffrent et vivent dans la rue parce qu'elle n'aime pas ça. Je suis contre ce que fait Israël. Elle attaque mes avocats, elle attaque ma belle famille. C'est le genre de personne qui est dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et donc, comment a-t-elle géré sa dépendance à la cocaïne? Si tu te demandes pourquoi il semble qu'elle tweete toutes les 5 minutes et qu'elle est en plein épisode maniaque. Walt, elle explique dans cet article, « Je n'ai plus rien à perdre maintenant ». Et au fait, cela s'inscrit dans le contexte où elle a perdu l'accès à son compte Twitter. Rien à perdre désormais, c'est libérateur, dit-elle. Accro aux réseaux sociaux, je vivais à l'adrénaline. Ce n'est pas un mode de vie très sain parce que, par exemple, quand on arrête la cocaïne, on apprend à gérer l'anxiété et la dépression autrement. J'ai en quelque sorte remplacé mes moments de déprime par des montées d'adrénaline sur Twitter. Quand j'ai été bannie, j'avais honnêtement des symptômes de manque. D'accord. Donc, c'est une drogue pour elle. En fait, Twitter est une drogue pour elle, et c'est pour ça qu'elle tweet jusqu'au petit matin, disant des choses folles et s'enfonçant dans ses épisodes maniaques. Je veux donc que ce soit bien clair pour vous. Ce sont ces personnes-là, quand vous regardez ce que Donald Trump dit, ce qu'il fait et pourquoi. Il ne semble tout simplement pas stable en ce moment. Il ne semble pas y avoir une voix saine. Il est passé des conseils de personnes comme Charlie Kirk de façon radicale, ceux de personnes comme Laura Loomer et Paula White Cain, d'accord? Voici un vrai extrait de Laura Loomer lorsqu'elle était chez Alex Jones il y a quelques années. Écoutez bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je veux savoir ce que les gens vont vraiment faire. Ma vie ne comprend pas à quel point c'est réel! J'en ai marre. Je n'écoute pas les gens qui me disent que je suis une théoricienne du complot. Ils ne savent pas ce que c'est d'être moi. Ma vie est ruinée. Alors, oubliez Laura Loomer. La question que vous devriez vous poser, c'est Donald Trump est-il mentalement apte à être président? S'il prend la décision consciente de tweeter que Tucker Carlson, Megyn Kelly et Candace Owens sont mentalement instables, alors qu'il invite dans son... Des personnes comme Laura Loomer qui, comme je l'ai dit, lorsqu'on la traite de folle et qu'on en parle, il s'agit d'un diagnostic clinique, donne des conseils à son cercle rapproché sur ce qu'il devrait faire concernant l'Iran. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas drôle. Nous n'utilisons pas ce mot à la légère. C'est un diagnostic clinique. Personnellement, je pense que Trump a besoin d'une intervention. Je ne pense pas que les allers-retours... Quand je vois l'érotisme dans la façon dont il tweet, c'est presque comme s'il avait donné accès à ses comptes Truth Social à des personnes comme elle. Il y a un érotisme ici qui semble dangereux pour notre pays, n'est-ce pas? Comme s'il ne s'en souciait plus, qu'il avait atteint un certain point de désespoir, qu'il fonctionne sous la contrainte. Qu'il soit victime de chantage ou non, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas le Trump que nous avons eu pendant les 4 premières années. Et même si vous l'avez détesté depuis le tout début, si vous aimez l'idée que le Parti républicain soit en guerre contre lui-même, si vous fonctionnez encore dans le paradigme gauche-droite, vous devriez prendre du recul et avoir en réalité une préoccupation plus large pour le pays et souhaiter qu'il y ait véritablement une intervention. Vous devriez prier pour Donald Trump. Vous devriez souhaiter qu'il y ait une voix raisonnable dans la pièce. Et pour l'instant, ce n'est pas ce que nous avons. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est ne soyez pas surpris par ce que fait Laura Loomer. Soyez plutôt surpris qu'elle ait l'oreille du président des États-Unis. De retour après la pause. Parlons d'un sujet méconnu de la plupart, mais que vous devriez connaître. Voici le C15, un acide gras essentiel dont beaucoup de gens manquent.
C'est pourquoi je prends FATI15, un complément scientifique pour optimiser vos niveaux de C15. FATI15 répare les dommages cellulaires, protège vos cellules et régule le sommeil, la cognition et la réparation naturelle. Il offre triple les bienfaits cellulaires des oméga-3 ou de l'huile de poisson. Livré en peau durable, les recharges arrivent directement chez vous. On dit souvent d'éviter les graisses, pourtant certaines sont essentielles, comme le C15. FATI15 optimise vos niveaux de C15 pour votre santé durable, surtout au fil des ans. Profitez de 15% de réduction sur le kit 90 jours via fati15.com/Candice avec le code Candice au paiement. Rendez-vous sur fati15.com/Candice avec le code Candice à l'achat. Pensez aussi à American Financing, car le coût de la vie est élevé et épuisant. Si vous utilisez vos cartes pour vos dépenses courantes, vous payez une taxe de survie de 20% d'intérêt. Pourquoi continuer à donner votre salaire durement gagné aux grandes banques alors que vous pourriez le garder pour votre famille? American Financing aide les propriétaires à utiliser leur valeur nette pour solder des dettes coûteuses avec des taux d'environ 5%. En moyenne, ils font économiser $800 par mois, soit près de $10 000 par an de plus dans votre poche. Plus qu'un prêt, c'est un nouveau départ financier. Découvrez vos économies en 10 minutes. Sans frais initiaux ni obligation de consulter un conseiller salarié. Mieux encore, commencez aujourd'hui et reportez jusqu'à 2 mensualités hypothécaires. American Financing est leader des prêts immobiliers. Appelez American Financing au 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis. Nous avons de nouveaux produits dérivés sur le site Web. Nous avons fusionné les niveaux d'abonnement en un seul, le Club Candice à $11,99 par mois ou $120 par an. Alors, rejoignez le club de lecture. C'est très intéressant. Et nous avons vraiment eu l'impression que cela nous faisait comprendre le monde d'une toute nouvelle manière. On a l'impression que tout se passe en ce moment même. Et comme je le dis souvent dans notre club de lecture, tous les chemins mènent à la France d'une manière ou d'une autre, ce qui est incroyable. Donc, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur candaceowens.com et vous procurer quelques articles, peut-être même des articles que nous allons envoyer à Blake et Neff. D'accord. Meilleur commentaire de l'épisode précédent, une production Plain Jane écrit « Il n'y a absolument aucun moyen qu'un juge puisse permettre que cela aille plus loin si la défense n'a pas eu accès à la divulgation complète. » Oui, ça va être très intéressant. Je sais que beaucoup de gens se sont penchés sur le juge et ont trouvé cela très suspect, qu'il avait été nommé par le gouverneur Cox et qu'il n'avait pas l'expérience ni les antécédents nécessaires pour une affaire de cette ampleur. Il y avait quelque chose de nouveau chez lui, je n'en ai jamais parlé. C'est ça qui sera révélateur. Comme je l'ai dit, un report, c'est en gros une question de courtoisie au tribunal. À moins que tu sois, je peux comprendre si tu es genre 3 ans dans une affaire et que tu dises « Non, je veux que ça avance ». Mais 7 mois après le début de l'affaire de meurtre la plus médiatisée depuis JFK, ce n'est rien. Ce n'est rien de demander ça. Évidemment, avec la quantité de documents qu'ils doivent examiner, ils leur ont balancé 600 000 fichiers en mars. Et tu contestes ça? Ça ne me paraît pas normal. Ça ne devrait pas te paraître normal non plus. Et si ce juge n'accorde pas ce report après leur avoir effectivement assuré, lorsqu'ils ont immédiatement répliqué, la défense refuse de fixer une date sans tous les éléments d'enquête ni une vision claire. Le juge a pourtant balayé l'objection. Vous savez, rien d'inhabituel, on peut toujours reporter ça. Si le juge fait volte-face et refuse tout nouveau report car Erika a fait valoir ses droits de victime, nous le saurons. Nous le savons déjà. Vous savez, on ne le sait pas maintenant, mais on le saura. Mais je pense qu'à ce moment-là, nous saurons vraiment ce qui se passe avec ce juge et nous serons là pour le couvrir. Le deuxième commentaire le plus populaire vient de Faith Central. Elle a écrit « Un recours collectif devrait être intenté contre le FBI au nom de Tyler Robinson en raison du fait que le FBI a retenu des preuves à la défense. » Tu sais quoi? J'y ai déjà pensé, j'ai réfléchi aux moyens par lesquels nous pourrions obtenir des informations de l'extérieur. Devrait-on adopter leur méthode où tout le monde poursuit en justice,
envoie des mises en demeure et exige l'arrêt de certaines actions? Et devrions-nous apprendre à utiliser leurs outils pour obtenir ce genre d'informations? C'est une discussion qui mérite d'être menée, et c'est probablement une discussion que je devrais avoir puisque je suis constamment entourée d'avocats. Autant leur poser la question: que pouvons-nous faire pour obtenir des réponses de la part de ces organisations, de ces personnes, pour les amener à répondre aux questions de base que le public mérite de connaître? Parce que eux, comme je l'ai dit, ils ont impliqué le public dans cette affaire lorsqu'ils ont décidé d'assassiner publiquement Charlie Kirk. D'accord. Ils ne peuvent pas ensuite nous dire: « Oh, vous ne devriez pas vous en mêler. » À ce propos, je tiens à dire et à lancer un APB. J'ai juste cette question profonde, cette réflexion sérieuse sur ce qui est arrivé au corps de Charlie. Et je n'adhère pas vraiment à l'idée, à la réaction qu'Erika a eue quand quelqu'un lui a posé la question. Quelqu'un lui a posé une question, ou pourquoi? Fox News lui a posé cette question quand ils ont dit: « Oh, elle a dit, est-ce que je peux avoir une chose pour mes enfants? » Et ils ont demandé où il avait été enterré. Et c'est comme: une chose pour tes enfants. Ma fille, tu nous as emmenés jusqu'au cercueil. On s'est dit: pourquoi ça t'importe? Tu vois, ce serait vraiment inhabituel. Ce serait vraiment inhabituel que des gens veuillent aller, genre, déterrer un cercueil où la personne est morte. Elle a quitté ce monde. Il y a généralement une forme de respect fondamental que les gens ont. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, devine quoi? Tu as plein d'argent. Tu pourrais engager de la sécurité pour surveiller un moment jusqu'à ce que ça sorte de l'esprit du public. Et je m'étais demandé, parce que j'ai appris très tôt qu'elle avait déplacé le corps plusieurs fois et ça ne me paraît pas normal. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Et je me demande s'ils ont incinéré le corps de Charlie. C'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Tu n'as pas besoin de me dire où se trouve le corps de Charlie. Mais l'as-tu incinéré, oui ou non? Donc, si tu as des informations à ce sujet, si tu as une réponse par oui ou non à cette question, au début, son corps a été emmené dans un endroit qui faisait à la fois des enterrements et des services de crémation, puis il a été emmené ailleurs et ensuite dans un troisième endroit. Et je me demande simplement si Charlie a jamais été enterré ou s'il a eu une messe de funérailles catholique. Puis il a été incinéré. Je pense que c'est une question légitime vu où nous en sommes dans cette enquête. C'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Charlie Kirk a-t-il été incinéré? Oui, il l'a été. Nous serons dans une toute nouvelle situation, les gars. Nous serons dans une toute nouvelle situation. Si vous avez des informations à ce sujet, plus de conseils sur CandiceOwens.com. Plus d'infos sur CandiceOwens.com. Votre identité sera protégée. Faites-nous confiance. Nos sources sont protégées. Depuis le tout début, nous continuons de protéger nos sources. Personne n'a jamais été révélé comme étant l'une de nos sources. Et même si j'étais obligée de témoigner, je ne le ferais pas parce que c'est important pour moi. Et je veux savoir si Charlie a été incinéré ou non. Je trouve sa réaction vraiment étrange, en fait. Je ne pense pas que c'était pour ses enfants. Je ne pense pas qu'elle fasse quoi que ce soit pour ses enfants. En regardant tout cela, pour être franche, je ne pense pas que la priorité d'Erika soit ses enfants, où il est enterré. Ça ne me semble pas juste. Bref, passons à certains de vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Gardez la foi avec le père Joseph. Écrit Candace. J'ai des images qui pourraient changer l'enquête. Envoie-moi un message privé. Envoie-les-nous par email. Je vais surveiller ça. Plus d'astuces sur CandaceOwens.com. Merci. Bigfoot Believer écrit: lorsque l'enquête a commencé, tu as mentionné que tu pensais que le tir venait de la gauche de Charlie. Je me demande si cela est visible dans les images de Terrell, ce qui expliquerait pourquoi il a zoomé. J'ai un gros examen demain. J'ai fait une pause pour te regarder. J'ai besoin d'un peu de chance. Bonne chance pour tes examens. Travaille bien, mais ne travaille pas trop non plus, parce qu'à un certain point, tu n'absorbes même plus d'informations. Et il vaut mieux réviser juste avant d'aller dormir. Puis tu te réveilles l'esprit frais et beaucoup d'informations te reviendront. Alaska Dog Lady écrit: tout le monde veut se moquer de nous, les catholiques, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un exorcisme. Je te regarde, Larry. Oui, elle a vraiment besoin d'un exorcisme. C'est la seule explication possible. Les endroits où son esprit vagabonde et qu'elle ne comprend pas, ce n'est pas comme si une personne normale n'y arrivait pas, ce qui est étrange. Vous n'y arriverez pas. Vous ne voulez pas faire de mal aux enfants. Vous ne voulez pas que les enfants aiment. Toi?
Je veux que nos enfants vivent dans la rue. C'est comme si je disais « OK, mec, tu mets tout le monde mal à l'aise ici. » Spira écrit « Les notes de Loomer sur le tableau blanc sont tellement tristes. Jour blanc avant l'élection. Restez concentrés, pas de drame. Atteindre les objectifs. Victoire. J'ai besoin d'un registre de tous ces partisans. Je veux savoir quels idiots sont encore plus idiots à huis clos. » Oui, je veux dire, toute sa vie tourne autour de Donald Trump. Et si tu retournes voir ses tweets, ce n'est pas « tu ne dis pas ». Genre, j'adore. Genre, elle est là. Je suis amoureuse. J'adore. Ça fait vraiment liaison fatale. Et moi, Trump s'en sortira les mains propres. On ne fait pas de pacte avec le diable en pensant qu'on ne va pas en payer le prix un jour, non? Le diable réclame toujours son dû. Tu veux que quelqu'un fasse le sale boulot à ta place, mais sache qu'il connaît tes secrets. Tu ne penses pas qu'elle t'enregistre, qu'elle garde un dossier sur toi. Genre, ça deviendra quelque chose un jour. La famille Trump a donc commis une grave erreur en accueillant cela. L'instable est instable. Être fou, c'est être fou. Ney écrit « Je me demande si la petite amie de Kash Patel, la superstar de la musique country, écrira quelques chansons et les interprétera pour nous pendant le spectacle, le procès du siècle. Je me demande si elle ne m'aide pas peut-être avec les SMS, les messages concernant les emplacements pour les lits. Vous savez, ils ont ajouté cette phrase maintenant que les gens ont examiné les déclarations sous serment. Vous savez, il y avait des points de suspension à différents endroits dans les messages que nous avons reçus et ils ont ajouté des phrases. Et l'une d'elles était « J'espère, je ne plaisante pas ». C'est dans les messages de Tyler Robinson. J'espère que ce toutou, en parlant du chien, il a dit « Les chiens étaient là ». J'espère que ce toutou n'a pas un bon flair. C'est ce que Tyler Robinson a écrit à Lance. On est censé croire ça. Et j'ai l'impression que ça pourrait être une chanson country. J'étais dans un pays où les chiens n'avaient pas de bon flair. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient juste en train d'écrire de la musique quand ils ont envoyé ces messages. C'est possible, non? C'est plus plausible que ce qu'ils essaient de nous faire croire en ce moment, à mon avis. Et j'ai l'impression que Kash Patel est en train de poursuivre ces The Atlantic parce qu'ils ont dit qu'il était alcoolique. En fait, je pense que l'argument de The Atlantic devrait être que ça le met en valeur, non? C'est bien plus dommageable, diffamatoire et humiliant pour ta réputation de penser que tu fais ça en étant sobre, non? Boire serait une super excuse pour genre un agent du FBI, le chef du DOJ qui sortirait et dirait « Ma copine est une chanteuse country sensationnelle ». C'est vraiment humiliant. Mais si tu es ivre, genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit hier soir? Oh mon Dieu, c'était fou. » Non, je ne voulais pas dire ça. J'étais juste saoul, les gars. C'était dingue. Oh mec, rien de tout ça n'est vrai. Donc, je pense qu'il devrait opter pour ça. Je pense qu'il devrait choisir l'excès d'alcool. The Atlantic devrait argumenter qu'ils essayaient de le mettre en valeur et de donner une explication. Les choses qu'il a dites et les choses qu'il a faites et que la personne moyenne trouve que c'est bon pour lui, ce serait mieux que lui vraiment dans sa sobriété fasse certaines de ces choses. Bref, c'est mon avis. Je m'y tiens. Matthew écrit « Donc, Blake Knapp est assez courageux pour te répondre sur X en te traitant de menteur. Mais il ne viendra pas dans ton studio pour prouver que tu es un menteur. Oui, ça ne sonne pas du tout enfantin et lâche. Sois un homme, Blake, LOL. Écoute, il n'est pas obligé de venir dans mon studio. La technologie est tellement simple. Il peut simplement apparaître dans l'émission de Charlie Kirk. Il peut simplement apparaître dans l'émission de Candace. Je serais ravie d'avoir cette conversation, surtout à propos de l'IA. Je ne pense pas que ces donateurs inventent cela. Ils ont été assez choqués de l'apprendre. C'est venu de cette petite retraite à Aspen. Ils sont certains que Charlie ne l'a jamais dit. Je répondrais si j'étais Turning Point USA. On verra. Tarkai écrit « Laura Loomer est très dangereuse, surtout si elle a eu accès au président des États-Unis. Ouais, il joue avec le feu. Jouez, jouez, jouez. Et puis, ça brûle toute votre maison. Je ne sais pas. Je ne suis pas l'un de ses autres conseillers. Il faut donc simplement laisser faire les choses. On verra bien. On verra bien ce qui se passera. Bref, demain nous aurons pour vous une interview de Corby Hall. Oui, je suis très enthousiaste à ce sujet. Évidemment, vous connaissez Victor Marx. Je ne voulais pas rejoindre Corby Hall. Nous avons donc maintenu notre rendez-vous avec Corby Hall. Et vous pourrez entendre son récit des propos de Victor Marx. Victor Marx formule toutes ses revendications. Je le ferai. Je peux amener ma femme.
D'accord, non, d'accord. Tu peux simplement participer à l'émission. Victor Marx, sois normal. Je vais laisser Corby raconter sa version et présenter ses preuves. Et ensuite, tu pourras de la même façon donner ta version et présenter tes preuves. Tu ne peux pas amener ta femme et imposer toutes ces conditions de participation. Juste, je te donnerai un numéro pour te connecter. Ça te va? Je pense que c'est probablement la chose la plus appropriée, étant donné certaines choses que j'ai apprises sur toi et Jimmy Barbecue. Les gars, ça va sembler fou, mais Jimmy Barbecue regarde l'émission. Je ne sais que dire. Sachez-le, je suis vraiment une figure importante en Haïti. J'ai des gars en Haïti, alors personne n'a intérêt à me chercher, d'accord? Personne n'a intérêt à me chercher, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors fais attention à ce que tu dis. Dans ce parc pour tout petits, Cabot, Phillips, fais juste attention parce que je n'ai plus ma botte et j'ai des gens en Haïti, d'accord? Et ils s'occuperont des affaires pour moi. On se retrouve demain, les gars.